Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, je vais vous parler d'intelligibilité de parole dans le bruit, et plus précisément de l'encodage neural des informations de parole dans le nerf auditif. Donc, l'intelligibilité désigne la capacité à percevoir des mots ou des phrases, même lorsque des bruits ambiants sont présents. L'étude de l'intelligibilité de la parole dans le bruit est cruciale afin de comprendre comment le système auditif encode les informations de parole dans des environnements qui sont acoustiquement complexes. L'intelligibilité de la parole peut être décomposée en plusieurs niveaux, soit en termes de traitement de la parole, du signal, ou en termes d'analyse neurale, donc à différents endroits du système auditif. Ici, je vais uniquement vous présenter très brièvement ce qui se passe au niveau du nerf auditif, donc qui est engagé dans la partie d'analyse pré-linguistique, qui est ici, ici. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce gênant de percevoir dans le bruit et pourquoi certaines informations de parole sont-elles plus robustes que d'autres dans le bruit? Donc cela dépend en effet de plusieurs facteurs. Le premier, c'est le spectre acoustique du signal de parole qui joue un rôle clé. Par exemple, les bandes fréquentielles des voyelles, avec des formants très clairs, diffèrent de ceux des consonnes qui sont plus transitoires et plus bruitées. Cela dépend également du bruit masquant, car un bruit masquant stationnaire, comme le bruit d'un ventilateur, impactera différemment qu'un bruit fluctuant, comme des voix concurrentes par exemple. Donc c'est représenté ici, dans les deux graphiques en bas. Cela dépend aussi de l'effet perceptif de ce bruit masquant, c'est-à-dire si le bruit impose plutôt un masquage énergétique au niveau périphérique, donc du nerf auditif, versus un masquage informationnel, donc de plus haut niveau, central. Et finalement, la présence d'indices de redondance qui sont multiples et qui sont de nature pré-linguistique ou également linguistique. Donc en résumé, tous ces facteurs et d'autres encore influencent l'intelligibilité de la parole dans le bruit. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que cette parole dans le bruit est codée dans le nerf auditif. Donc, comme pour toute perception auditive, le nerf auditif joue un rôle central, reliant l'oreille interne au centre auditif du cerveau. Dans le nerf auditif, le codage de la parole et d'autres sons complexes repose sur l'activité de fibres auditives. Ces fibres auditives sont organisées de façon tonotopique, c'est-à-dire chaque fibre est accordée à une fréquence particulière. Ainsi, un codage spectral est réalisé. Les informations fréquentielles, donc présentes dans la parole, par exemple les formants des voyelles, les pics de ces énergies spectrales, sont donc encodées avec précision. Ces informations spectrales, donc au niveau des fréquences fréquentielles, sont essentielles pour la reconnaissance vocale. Un autre mécanisme d'encodage, appelé le mécanisme de verrouillage en phase, est également présent dans le nerf auditif. Ce mécanisme, en fait, préserve la structure temporelle du signal de parole pour les basses fréquences. Ainsi, les rythmes de modulation, comme dans les fréquences d'amplitude des syllabes, sont recodés avec une grande fiabilité. Et ces signaux temporels sont également cruciaux pour la compréhension non seulement dans le silence, mais aussi dans le bruit. En fait, dans le bruit, que se passe-t-il déjà chez les normaux-entendants, pour commencer? Donc, en fait, il y a en premier une perte de sélectivité fréquentielle, c'est-à-dire que le codage spectral devient moins précis. En effet, on voit ici et ici que dans le bruit, il y a une réduction du degré de contraste spectral et des changements dans la forme du spectre. Donc ces deux exemples indiquent que le bruit peut modifier la forme du spectre, modifier sa pente et également réduire le contraste entre les pics et les creux adjacents. Dans le bruit, il y a également une perte de sélectivité temporelle, c'est-à-dire le codage temporel devient moins précis. En effet, lorsque la parole est présentée sur un fond bruyant, elle subit une réduction de l'intelligibilité due au fait que le bruit crée des modulations d'enveloppe parasite. Le bruit peut également créer une distorsion de la structure temporelle fine. Donc en fait, tous ces indices temporels clés qui sont présents dans le signal de parole sont en quelque sorte perturbés et un peu perdus dans le bruit. Le bruit peut également saturer les fibres auditives, surtout pour des niveaux sonores élevés, réduisant ainsi la précision du codage. En effet, les bruits intenses activent de manière excessive les fibres auditives, en particulier les fibres ayant des seuils bas, c'est-à-dire une activité spontanée élevée, représentée ici en rouge. Donc une fois ces fibres saturées, ils ne peuvent plus avoir un verrouillage en phase avec le son de la parole. Donc en résumé, dû à toutes ces raisons, comprendre la parole dans un environnement bruyant est déjà très difficile pour les personnes normo-entendantes. Regardons maintenant ce qui se passe chez les personnes malentendantes.
Donc, chez les personnes malentendantes, il y a une perte de cellules ciliées externes qui affecte la sensibilité et l'accord des cellules ciliées internes. Donc, avec le temps, les cellules ciliées externes et internes de la région de fréquence affectée sont susceptibles de dégénérer, rendant impossible la stimulation des fibres auditives de cette partie-là de la cochlée. Finalement, ces fibres auditives perdent leur capacité fonctionnelle et dépérissent, ce qui peut entraîner la dégénérescence des neurones dans le tronc cérébral et éventuellement plus haut dans le cortex auditif. En raison de la perte des cellules ciliées externes, il y a également une réduction de la compression cochléaire, ce qui conduit à des réponses plus linéaires de la membrane basilaire. Cela a pour conséquence, une adaptation beaucoup plus faible au bruit. Donc, le bruit perturbe beaucoup plus la perception de la parole chez les personnes malentendantes. Troisième point, les déficiences auditives neurosensorielles sont souvent associées à une réduction de la sélectivité des fréquences auditives et une désynchronisation des filtres. En effet, le filtrage auditif est moins fin, donc beaucoup plus large, comme vous le voyez dans cet exemple, que chez les auditeurs normaux entendants, qui sont ici. Ces filtres spectraux plus larges, donc dans l'exemple à droite, peuvent également être désynchronisés et ainsi ne permettraient plus de distinguer entre les caractéristiques spectrales des sons proches en fréquence. Les déficiences auditives conduisent également à une diminution drastique de la gamme dynamique du codage de l'intensité. Donc la gamme de réponse neuronale entre les sons les plus doux et les sons les plus forts sont réduites et comprimées. Cette réduction de la gamme dynamique signifie que le système auditif n'est plus capable d'utiliser les modulations d'énergie pour segmenter les sons. Cela complique encore plus la tâche d'analyse du signal de parole dans le bruit. Et finalement, la perte auditive n'est pas seulement un problème périphérique, c'est-à-dire au niveau du nerf auditif, mais la perte auditive est très souvent accompagnée de déficits centraux, c'est-à-dire plus cognitifs, tels que l'attention. Donc ainsi, la capacité à faire du streaming ou de la ségrégation de sons grâce aux informations de haut niveau est plus difficile chez les personnes malentendantes. Donc tous ces facteurs compliquent encore beaucoup plus la tâche de percevoir la parole dans le bruit pour ces personnes malentendantes. Je termine juste avec quelques applications et perspectives liées aux études de l'intelligibilité de la parole dans le bruit. Pourquoi est-ce important de déterminer les mécanismes sous-jacents? Donc, comprendre comment le cerveau extrait ces informations pertinentes de parole dans le bruit nous permet de construire des modèles d'encodage neural plus précis. Cela peut nous aider ensuite, à la fois pour les diagnostics cliniques, par exemple pour développer des méthodes de test plus complets ou qui ciblent un des mécanismes en particulier. Cela permet également d'améliorer le traitement des signaux vocaux dans les prothèses auditives, par exemple, afin de surreprésenter les informations clés de la parole qui seront robustes au bruit. Voilà pour les mécanismes d'encodage de la parole dans le bruit et je vous remercie pour votre présence très matinale et je remercie Nicolas Vallard pour l'invitation. Merci beaucoup.